Les sirènes de Bagdad. Beyrouth retrouve sa nuit et son voile la face. Si les émeutes de la veille ne l'ont pas éveillée à elle-même, c'est la preuve qu'elle dort en marchant. Dans la tradition ancestrale, on ne dérange pas un somnambule, pas même lorsqu'il court à sa perte. Je l'imaginais différemment, arabe et fier de l'être. Je me suis trompé. Ce n'est qu'une ville indéterminable, plus proche de ses fantasmes que de son histoire. Tricheuse et volage, décevante comme une farce. C'est peut-être à cause de son entêtement à vouloir ressembler aux cités ennemies que ses saints patrons l'ont renié, la livrant ainsi au traumatisme des guerres et aux précarités des lendemains. Elle a vécu le cauchemar grandeur nature. À quoi cela lui a-t-il servi? Plus je l'observe, et moins j'arrive à la suivre. Il y a dans sa désinvolture une insolence qui ne tient pas la route. Cette ville manque comme elle respire. Ses airs affectés ne sont qu'attrape-nigaud. Le charisme qu'on lui prête ne scie pas ses états d'âme. C'est comme si l'on couvrait de soie une vilaine flétrissure. À chaque jour suffit sa peine, martèle-t-elle sans conviction. Hier, elle brillait, ses colères à travers ses boulevards aux vitrines barricadées. Ce soir, elle va s'envoyer en l'air. De nouveau, les nuits vont lui réussir à merveille. Déjà, les lumières et les enseignes en néon se donnent en spectacle. Dans le slalom des phares, les grosses cylindrées se prennent pour des coups de génie. C'est samedi, et la nuit se prépare à crever de ses abcès. Les gens vont s'éclater jusqu'au petit matin, si copieusement que les clochers du dimanche ne les attendront pas. Je suis arrivé à Beyrouth il y a 3 semaines, plus d'1 an après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. J'ai perçu sa mauvaise foi dès que le taxi m'a déposé sur le trottoir. Son deuil n'est que de façade. Sa mémoire, une vieille passoire pourrie. D'emblée, je l'ai détesté. Le matin, une sourde aversion me gagne lorsque je reconnais son charivari de souk. Le soir, la même colère lève en moi quand les fêtards viennent frimer à bord de leur bolide fourbi. Les décibels de leur chaîne stéréo à fond la caisse. Que cherchent-ils à prouver? Qu'ils s'éclatent malgré les attentats? Que la vie continue en dépit des mauvaises passes? Je ne comprends rien à leur cirque. Je suis un bédouin, né à Kafr Karam, un village perdu au large du désert irakien, tellement discret que souvent il se dilue dans les mirages pour n'en émerger qu'au coucher du soleil. Les grosses villes m'ont toujours inspiré une profonde méfiance, mais les volte-face de Beyrouth me filent le tournis. Ici, plus on croit poser le doigt sur quelque chose, et moins on est sûr de savoir quoi au juste. Beyrouth est une affaire bâclée. Son martyr est fin. Ses larmes sont de crocodile. Je la hais de toutes mes forces, pour ses sursauts d'orgueil qui n'ont pas plus de cran que de suite dans les idées. Pour son cul entre 2 chaises, tantôt arabe quand les caisses sont vides, tantôt occidentale lorsque les complots sont payants. Ce qu'elle sanctifie le matin, elle l'abjure la nuit. Ce qu'elle revendique sur la place, elle s'en préserve sur la plage. Et elle court après son malheur, comme une fugueuse aigrie qui pense trouver ailleurs ce qui est à portée de sa main. Tu devrais être dehors à te dégourdir les jambes et l'esprit. Le docteur Jalal se tient derrière moi, le nez dans ma nuque. Depuis combien de temps m'observe-t-il tandis que je soliloque? Je ne l'ai pas entendu arriver, je suis agacé de le trouver perché sur mes pensées, tel un oiseau de proie. Il devine la gêne qu'il suscite en moi, me montre l'avenue du montant. C'est une excellente soirée. Il fait beau, les cafés sont bondés, les rues grouillent de monde. Tu devrais en profiter au lieu de rester là à ruminer tes soucis. Je n'ai pas de soucis. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je n'aime pas la foule, et je déteste cette ville. Le docteur rejette la tête en arrière.
comme sous l'effet d'un coup de poing. Il fronce les sourcils. Tu te trompes d'ennemi, jeune homme. On ne déteste pas Beyrouth. Moi, je la déteste. Tu as tort. C'est une ville qui a beaucoup souffert. Elle a touché le fond. C'est une miraculée. Maintenant, elle remonte doucement, encore fébrile et sonnée, mais elle s'accroche. Moi, je la trouve admirable. Il n'y a pas longtemps, on ne donnait pas cher de sa peau. Qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher? Qu'est-ce qui te déplaît en elle? Tout. C'est vague. Pas pour moi. Je n'aime pas cette ville. Point à la ligne. Le docteur n'insiste pas. Si ça t'amuse, une blonde? Il me tend son paquet de cigarettes. Je ne fume pas. Il me propose une canette. Une bière? Je ne bois pas. Le docteur Jalal repose la canette sur une petite table en osier et s'appuie contre la balustrade, son épaule contre la mienne. Son haleine avinée m'asphyxie. Je ne me souviens pas de l'avoir vu sobre. À 55 ans, c'est déjà une épave, le teint violacé et la bouche Rembrandt, ravinée aux commissures. Ce soir, il est en survêtement frappé aux couleurs de l'équipe nationale libanaise, la veste ouverte sur un tricot de peau rouge sang, les baskets neuves aux lacets dénoués. On dirait qu'il sort du lit après une bonne sieste. Ses gestes sont ensommeillés, et ses yeux, d'habitude vifs et ardents, sont à peine visibles au milieu des paupières bouffies. D'une main ennuyée, il rabat ses cheveux sur le sommet de son crâne pour camoufler sa calvitie. « Je te dérange ?» Je m'ennuyais un peu dans ma chambre. Il ne se passe jamais rien dans cet hôtel, ni banquet, ni mariage. On dirait un mouroir. Il porte la canette à ses lèvres et avale une longue gorgée. Sa pomme d'Adam, qu'il a prominente, tressaute dans sa gorge. Je remarque pour la première fois une méchante cicatrice qui lui traverse le cou d'un bout à l'autre. Le froncement de mes sourcils ne lui échappe pas. Il cesse de boire, s'essuie sur le revers de la main. Ensuite, en dodelinant de la tête, il se retourne vers le boulevard en train de se faire bouffer, cru par ces lumières hystériques. J'ai tenté de me pendre, il y a très longtemps, raconte-t-il en se penchant sur la rampe. Avec une ficelle en chanvre, j'avais à peine 18 ans. Il avale une autre gorgée et poursuit. Je venais de surprendre ma mère avec un homme. Je suis déconcerté par ses propos, mais son regard me tient en joue. J'avoue que le docteur Jalal m'a souvent pris au dépourvu. Son franc-parler me dépasse. Je ne suis pas habitué à ce genre d'aveux. À Kafr Karam, de telles révélations sont mortelles. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de sa mère de cette façon. Et la banalité avec laquelle le docteur étend son linge sale me déroute. Ce sont des choses qui arrivent, ajoute-t-il. Je suis d'accord, dis-je pour passer à autre chose. D'accord avec qui? Je suis embarrassé. J'ignore comment ça tourne dans sa tête et ça m'ennuie d'être à court d'arguments. Le docteur Jalal laisse tomber. Nous ne sommes pas de la même pâte. Et des fois, lorsqu'il converse avec les gens de ma condition, il a le sentiment de s'adresser au mur. Cependant, la solitude lui pèse. Et un brin de causette, aussi futile soit-il, a au moins le mérite de lui éviter de sombrer dans un coma idyllique. Lorsque le docteur Jalal ne parle pas, il picole. Il a le vin plutôt tranquille, mais il se méfie du monde dans lequel il vient d'échouer. Il a beau se répéter qu'il est entre de bonnes mains, il n'arrive pas à s'en convaincre. Ne sont pas ces mêmes mains qui tirent dans le noir, égorgent et étouffent, qui glissent des engins explosifs sous le siège des indésirables? C'est vrai, il n'y a pas eu d'expédition punitive depuis qu'il a débarqué à Beyrouth, mais les gens qui l'accueillent ont des charniers à leur actif. Ce qu'il lit dans leurs yeux ne trompe pas. Ils sont la mort en marche. Un faux pas, une indiscrétion, il n'aura même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il y a 2 semaines, Imad, un garçon chargé de s'occuper de moi, a été retrouvé pataugeant dans ses excréments au beau milieu d'un square.
Pour la police, Imad est mort d'une overdose. Et c'est mieux ainsi. Ses camarades, qui l'ont exécuté à l'aide d'une seringue infectée, ne sont pas allés à son enterrement. Ils ont fait comme s'ils ne le connaissaient pas, ni d'Ève ni d'Adam. Depuis, le docteur regarde 2 fois sous son lit avant de se glisser dans ses draps. « Tu parlais tout seul tout à l'heure, dit-il. Ça m'arrive. C'était à propos de quoi? Je ne me rappelle plus. » Il doldine la tête et se remet à contempler la ville. Nous sommes sur la terrasse de l'hôtel, au dernier étage, dans une sorte d'alcôve en verre donnant sur l'artère principale du quartier. Il y a quelques chaises en osier, 2 tables basses, un canapé dans un coin, que veillent des étagères chargées de livres et de brochures. « Ne te pose pas trop de questions, me dit-il. Je ne me pose plus de questions. On se pose souvent des questions quand on s'isole. Pas moi. Le docteur Jalal a longtemps enseigné dans les universités européennes. On le voyait régulièrement sur les plateaux de télévision, à charger le dévianatourisme criminel de ses coreligionnaires. Ni les fatwas décrétés contre lui, ni les tentatives d'enlèvement n'ont réussi à contenir sa virulence. Il était en passe de devenir le chef de file des pourfendeurs du djihad armé. Puis, sans crier gare, il s'est retrouvé aux premières loges de l'imama intégriste, profondément déçu par ses collègues occidentaux, constatant que son statut de bougnoul de service supplantait outrageusement son érudition. Il écrivit un terrible réquisitoire sur le racisme intellectuel, sévissant au niveau des chapelles bien pensantes de l'Occident et entreprit d'incroyables pirouettes pour se rapprocher des milieux islamistes. D'abord soupçonné d'être un agent double, il fut réhabilité puis mandaté par l'imama. Aujourd'hui, il parcourt les pays arabes et musulmans pour prêter son talent d'orateur et son intelligence redoutable aux directives djihadistes. « Il y a un bordel pas loin d'ici, me propose-t-il. Ça te dirait d'y aller tirer ton coup? Je suis estomaqué. Ce n'est pas vraiment un bordel, enfin, pas comme les autres.